Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Très heureux de vous accueillir dans une nouvelle émission de Et si on parlait de sport, avec à mes côtés Pauline Gaston-Conduite et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Cette semaine, nous allons parler du tir sportif et de canoë-kayak avec nos invités Jean-Luc Gillet, président du comité départemental de tir de la Haute-Garonne, et Tanguy Offray, président du comité départemental de canoë-kayak de la Haute-Garonne, accompagné de Léo Vitton, champion du monde de moins de 23 ans en kayak slalom. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et pour notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, nous accueillons notre chroniqueur Jean-Louis Bouladou, conseiller technique de la Ligue Occitanie de rugby. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Au sommaire donc de cette émission, en première mi-temps, nous reviendrons sur les championnats du monde de tir sportif qui ont eu lieu du 14 août au 3 septembre à Bakou en Azerbaïdjan et nous nous projetterons sur le développement du tir sportif dans le département et dans la région. En deuxième mi-temps, place à la Coupe du monde de canoë-kayak de slalom qui s'est déroulée à l'ACO d'Urgell en Espagne du 31 août au 3 septembre avec les impressions donc de notre champion du monde des moins de 23 ans, Léo. Puis nous nous interrogerons sur le canoë-kayak dans nos rivières en Haute-Garonne et dans la région, comment ça fonctionne. Donc vous saurez tout dans quelques instants, mais d'abord place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Et on retrouve Laurent et Pauline pour les principaux résultats sportifs de la semaine. Merci Audrey. Oui, effectivement, on démarre avec la Coupe Davis de tennis où la France malheureusement est éliminée de cette Coupe Davis par la Grande-Bretagne, battue par les Britanniques survoltés malgré 4 balles de match dans le double décisif. Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin n'ont pas pu se qualifier. L'équipe de France pour le final 8 de Malaga qui aura lieu le 21 et 26 novembre sans nous. Oui, on va poursuivre de la Formule 1 et le Grand Prix de Singapour où Carlos Sainz, avec Ferrari, a remporté un passionnant Grand Prix de Singapour dimanche devant Lando Norris pour McLaren et Lewis Hamilton avec Mercedes. Charles Leclerc, lui, avec Ferrari, terminait à la 4e place et Max Verstappen pour Red Bull, parti 11e, a fini 5e de la course. On passe à la moto avec le célèbre Bol d'Or, la 86e édition du Bol d'Or courue sur le circuit Paul Ricard au Castellet dans le Var, a été remportée dimanche par la Suzuki numéro 12 pilotée par le trio français Sylvain Guintoli, Greg Black, Étienne Masson, la Yamaha numéro 7 avec l'italien Nicolo Canepa, l'allemand Marvin Fritz et le tchèque Karel Anika a de son côté décroché le titre de championne du monde d'endurance. Oui, et en cyclisme, la Vuelta, le Tour d'Espagne, fidèle équipier, l'Américain Sepp Kuss a su saisir l'opportunité qui s'est offerte et s'affirmer face à ses leaders pour remporter son premier grand tour dimanche. En Ligue des Champions handball, le Paris Saint-Germain a signé une victoire convaincante chez les Hongrois de Szeged, en entame de la Ligue des Champions 29-31, alors que Montpellier n'a pas su créer l'exploit à domicile contre Barcelone mercredi 25-30 simplement. Passons au volleyball avec l'Euro masculin dominé par la Slovénie malgré une belle remontée dans le match pour la 3e place 3-2. Les Bleus terminent au pied du podium du championnat d'Europe. La Pologne terrasse l'Italie en finale de l'Euro et s'offre le 2e titre européen de leur histoire après 2009. En football maintenant, match amical, la France s'incline en Allemagne en amical grâce à Thomas Müller et Leroy Sané, 2-1. Cela faisait 36 ans que l'Allemagne n'avait pas gagné à domicile contre la France. En Ligue 1, Toulouse ralentit Marseille en obtenant le match nul 0-0 à l'extérieur. Montpellier de son côté est lui aussi allé chercher un nul 2-2 sur le terrain de Strasbourg. Et en tennis de table et les championnats d'Europe par équipe, l'équipe de France féminine avec Gianna Nua, Pritika Pavad et Audrey Zarif s'est inclinée en demi-finale du championnat d'Europe par équipe face à la Roumanie, 3-1 samedi à Malmö en Suède. Les Bleus repartent avec une médaille de bronze. Et à l'instar de leur homologue féminine, les Bleus devront se contenter de la médaille de bronze aussi. En dépit d'un début de série prometteur, l'équipe de France s'est finalement inclinée contre la Suède 1-3, toujours à Malmö, en Suède, en demi-finale des championnats d'Europe par équipe. Alors il y avait aussi du paratennis de table. L'équipe de France de paratennis de table a décroché 18 médailles au championnat d'Europe de Sheffield, en Angleterre. Les Bleus ont notamment ramené 2 titres en double messieurs. Et en athlétisme, la Ligue de Diamant à Eugène aux États-Unis. Les finales de Ligue de Diamant à Eugène ont vu 2 records du monde tomber. Le premier à la perche avec les 6 mètres 23 de Mondo Duplantis et sur le 5000 mètres femmes où Gudaf Tsege a affolé le chrono en 14 minutes 0 secondes et 21 centièmes, mettant une claque à la précédente marque de Fes Kipyegon.
Rugby maintenant, et donc avant d'aborder la Coupe du Monde, retour sur ce match exceptionnel de rugby d'époque des années 1920, organisé dans le cadre du 40e anniversaire des Journées européennes du patrimoine, avec sur le terrain Pauline. Et oui, un superbe terrain aménagé à l'envol des pionniers. L'équipe Breguet a affronté l'équipe Latécoère. C'est Latécoère qui est sortie victoire de ce match 6-5. Les Golden Boys étaient les principaux animateurs de ce match aux couleurs d'antan. Avec commentaire, bien sûr, Pauline Gaston-Conduit et un célèbre Bernard Pujol qui nous a accompagnés tout au long de ce match. Coupe du monde de rugby qui est actuelle en ce moment avec les Bleus, donc victorieux 27-12. Les Bleus se sont quand même fait peur face à l'Uruguay en Coupe du monde. C'était un match piège par excellence, mais après le succès inaugural face aux All Blacks 27-13, personne n'imaginait les tricolores, même en version bis, tomber ainsi des deux pieds dedans. À voir pour la suite le prochain match à venir. Les autres résultats du week-end, et vendredi 15, donc il y a eu Nouvelle-Zélande contre la Namibie qui a marqué 71 points contre 3. Samedi 16, l'Irlande-Tonga 59-16. Pays de Galles, Portugal 28-8. Samoa-Chili 43-10. Dimanche 17, Afrique du Sud, Roumanie, un score extraordinaire 76-0. L'Australie-Fidji 15-22. Un autre match que l'on a vu, l'Angleterre contre le Japon 34-12. Eh bien, merci Pauline et merci Laurent pour tous ces résultats sportifs de la semaine. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby en compagnie de notre consultant Jean-Louis Bouladou, conseiller technique de la Ligue Occitanie de rugby. Chronique spéciale Coupe du Monde de rugby. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire que ce fut dur quand on voit le résultat de ce match de l'équipe de France face à la valeureuse équipe d'Uruguay. Je le rappelle, le score 27-12. Quelle analyse en tant que spécialiste de rugby portes-tu sur ce match ? Effectivement, quand on écoute un peu les joueurs parler après le match ou même les différents observateurs, c'est le mot compliqué qui revient le plus. Bon, c'est peut-être une façon polie de dire que tout le monde est un peu déçu. Bon, en réalité, quand on est entraîneur et qu'on gagne un match, on est toujours content quelque part. Là, on est sur la deuxième rencontre de la Coupe du Monde pour l'équipe de France, avec 2 succès. Donc, j'ai envie de dire, sur ce point-là et sur le point comptable, il y a rien de particulier à redire. Après, la difficulté, effectivement, c'est peut-être d'avoir trop de décalage par rapport aux attentes des gens et puis par rapport à la qualité de la prestation aussi. Et c'est vrai qu'au-delà du résultat, on peut toujours effectivement remettre un peu en question cette qualité de match. Alors, le vieux débat, c'est toujours le même. C'est quand on a une équipe forte sur le papier contre une équipe, on va dire, moins forte ou plus faible sur ces types de rencontres, c'est comment on négocie ce genre de match. Ce week-end, finalement, on en a eu quelques exemples. Toutes les grosses équipes n'ont pas négocié le match de la même façon. Bon, ça, c'est rien de le dire. Et puis, bon, on se rend compte que la principale préoccupation, c'est toujours la même. C'est de pas galvauder la rencontre. Souvent, on entend dire il faut respecter l'adversaire. Ça veut dire quoi, respecter l'adversaire ? C'est quand on regarde par exemple la première pénalité à la 3e minute où la décision c'est de prendre le tir au but. On se dit tout de suite que voilà, le message est clair et qu'on est là pour gagner la rencontre et sans mettre la charrue avant les bœufs. Et puis finalement, après, c'est vrai que d'abord il faut féliciter l'adversaire parce qu'ils ont quand même réussi à faire déjouer l'équipe de France. Et je le répète, pour les entraîneurs, la principale difficulté, c'est de ne pas sortir du plan de match. Et donc, dans ces situations-là, on a toujours cette crainte quand on est entraîneur, c'est que les joueurs prennent un peu l'euphorie et veuillent faire la différence individuellement. Et puis, on s'aperçoit qu'eux, ils sont là pour les recadrer, pour insister sur l'application du plan de match. Et plus généralement, quel est ton avis sur l'ensemble de la compétition et les équipes à l'issue de ce deuxième match de poule quand on voit notamment les Fidji qui ont réussi à battre l'Australie 22-15 hier soir ? C'est ce que je disais, c'est qu'en fait les résultats sont assez impressionnants. Bon, quand on voit les All Blacks ou l'Afrique du Sud mettre plus de 60 points à l'adversaire, on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'un peu différent pour nous. Bon, je pense qu'il y a quand même quelque part une question qu'on peut se poser sur la façon dont on va laisser les talents individuels s'exprimer. On sait que nous, on a des joueurs de très haute qualité en France et dans cette équipe de France. Mais encore une fois, le risque
de toujours mettre de l'avant le plan de match, l'organisation collective, de ne pas sortir du système. C'est aussi quelque part une façon de... Alors pour un entraîneur c'est juste poser un cadre, mais pour le joueur peut-être quelque part une forme de censure de sa possibilité d'exprimer ce talent-là, et que peut-être des équipes comme les All Blacks, ils ont ces talents, mais voilà, ils sont capables de pouvoir faire la différence, et on a vu la charnière par exemple néo-zélandaise qui à elle seule marque, je crois, 4 essais. Voilà, bon, c'est très bien que c'est aussi une condition pour faire du score, on va dire. Et cette Coupe du Monde de rugby, c'est aussi l'occasion de mettre un éclairage sur le travail qui se fait au sein de la Fédération française de rugby, qui souhaite un accompagnement important de ces clubs. De ton côté, tu travailles l'un des axes prioritaires de la politique sportive de la Ligue, permettre aux dirigeants, aux éducateurs et aux entraîneurs de développer leurs compétences via les formations pilotées et menées par son Institut régional de l'emploi et de la formation. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette action ? Alors ça, c'est une action, enfin, parmi les actions prioritaires de la Ligue, mais aussi de la Fédération, puisque la Ligue, en fait, elle décline la politique sportive. Donc effectivement, la formation des cadres, ça reste un des piliers de notre action. Donc là, en l'occurrence, nous, on a créé l'Institut régional de formation, de l'emploi et de la formation avec la création de la Ligue là, en 2018-2019. Et comme vous le disiez, on a une formation des dirigeants, une formation des soigneurs aussi, une formation des arbitres, et nous, plus particulièrement les cadres techniques, nous encadrons la formation des éducateurs. En gros, 2 types de filières. La filière pour les éducateurs et les éducatrices bénévoles, avec nos brevets fédéraux. Nous avons formé l'année dernière plus de 2000 éducatrices et éducateurs, ce qui représente à peu près 25% du chiffre total du territoire français. Et puis après, les formations professionnelles avec les diplômes d'État de la jeunesse et des sports, pour aller là vers des entraîneurs professionnels. Et donc, on a développé aussi ces filières-là. Super. Merci beaucoup pour ton analyse sur ce dernier match de Coupe du Monde de l'équipe de France et ton éclairage sur l'Institut régional de l'emploi et de la formation dans la région. Bonne continuation et bon courage pour cette fin de Coupe du Monde. Merci. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Jean-Luc Gillet. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec notre invité donc Jean-Luc Gillet, président du comité départemental de tir de la Haute-Garonne. Donc bonjour Jean-Luc, je te propose de débuter cette première mi-temps avec un petit retour sur les championnats du monde de tir sportif qui se sont donc déroulés du 14 août au 3 septembre à Bakou en Azerbaïdjan, où notre équipe de France était présente. Normalement, on a eu 2 médailles. Une en argent au pistolet 25 mètres vitesse olympique homme avec Clément Bessaguet et une en bronze à la carabine 10 mètres par équipe mixte avec en troisième Romain Auffrère et Océane Muller. Comment analyses-tu ces résultats ? Alors moi je peux constater qu'on a eu 4 médailles au total. Ah, bah Donc 3 médailles de bronze et une médaille d'argent. Ok. Donc il faut rajouter donc Agathe Girard en carabine 300 mètres en 60 balles. Ensuite, second en vitesse olympique, Clément Bessaguet. La 3e médaille de bronze, Agathe Girard en 300 mètres, je l'ai déjà dit. Non, c'était 3, vous aviez raison. C'était 2 médailles de bronze et une médaille d'argent. Ok, super. Donc Voilà. il m'a manqué une. Merci beaucoup voilà. Jean-Luc. Alors comment tu analyses du coup ces résultats ? Alors, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, on ne pourra pas dire que ce sont des championnats du monde Bakou. Voyez-vous ce que je veux dire ? Quand on part avec 23 athlètes pour essayer de décrocher un maximum de médailles et qu'on revient avec 3 médailles, on est toujours un petit peu frustré, un petit peu déçu. On va dire que c'est un tour de chauffe juste avant les JO qui vont se dérouler donc en France l'année prochaine. Donc c'était un petit entraînement quoi. C'est un petit entraînement, on va dire. Et alors, lorsqu'on parle de tir, personnellement, moi j'ai du mal à m'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de disciplines et il y a aussi beaucoup d'armes proposées. Alors moi j'ai essayé de comprendre un peu l'éventail qui est assez large. Est-ce que tu peux nous éclairer ? Parce qu'on a l'arbalète. Alors moi je pensais pas qu'en plus l'arbalète était considérée comme du tir. Les armes anciennes, le bench rest, la carabine. Alors là, voilà, tous les néophytes là comme moi. Est-ce que tu peux nous guider et nous donner... Alors au total, on a 12 disciplines. Okay. 12 disciplines et qui chaque discipline est divisée en d'autres séries, c'est-à-dire d'autres types d'armes. Au total, on a 125 disciplines dans la Fédération française de tir.
Donc si vous voulez toujours essayer de faire un championnat quelconque, vous avez toujours une chance de terminer premier. Voilà. Surtout si vous inscrivez dans des disciplines où il n'y a pas grand monde. Voilà. Donc il y a l'arbalète, les armes anciennes, le bench press, la carabine, la cible mobile, les écoles de tir, bien sûr, le paratir qu'il ne faut pas oublier surtout, le plateau, les silhouettes métalliques, le tir aux armes réglementaires, le tir sportif de vitesse, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour des 12 disciplines. Et donc, dans ces 12 disciplines, toutes sont représentées au JO et au para... 13 disciplines sont représentées au JO et 15 sont représentées en paratir. Ok, donc, et les 100 autres, alors, les 100 autres, on les pratique, c'est tout. On les pratique, voilà, c'est tout. On les Super. pratique en tir de loisir, mais aussi en championnat de France. Hein. Ok, et donc du coup, dans le département ou dans la région, comment est organisé justement le tir? Et est-ce qu'on a ces 125 disciplines dans le département ou dans la région? Non. Okay. On ne les a pas toutes. Au total, dans la région, il faut dire que la Fédération française, c'est un total de 250 000 licenciés. On préfère mieux nous dire 250 000 licenciés, ça fait mieux. En ce qui concerne les Ligues Pyrénées, c'est 12 300 tireurs à peu près. Et en ce qui concerne le comité départemental, c'est 3 500 tireurs. Et c'est quoi la discipline du coup principale au sein du département? Alors, au sein du département, on retrouve les disciplines donc des écoles de tir, c'est-à-dire pour les enfants de 7 jusqu'à 14 ans. Ensuite, on trouve les disciplines donc de tir, tir aux armes réglementaires, les disciplines de carabine, pistolet, donc à air comprimé. Ensuite, les disciplines de pistolet, vitesse olympique, standard et précision. Et je crois que j'ai fait le tour. Et si quelques tireurs en 300 mètres. Justement, au niveau des Jeux Olympiques, qui quand même nous intéresse, en France, on espère gagner des médailles. Quelles sont les disciplines qui sont pratiquées ici dans le comité départemental et qui sont des disciplines dites olympiques, dans lesquelles on espère peut-être avoir des tireurs ou des tireuses qui seraient... Précédemment, lors des derniers JO, on a eu Monsieur Kikampois qui a terminé premier, donc en pistolet standard. On a encore un autre tireur en pistolet vitesse olympique. Je ne vais pas faire le détail si vous le souhaitez, éventuellement je peux vous le faire. Des disciplines, la vitesse. Si, c'est intéressant. Aux Jeux Olympiques, combien il y a d'eux? Parce qu'on peut gagner plein de médailles du coup. Combien il y a aux Jeux Olympiques en pistolet de possibilités de gagner une médaille en fait? Déjà, vous avez la vitesse olympique, le standard. La vitesse olympique, c'est très simple. Vous avez les cibles qui apparaissent pendant un bref instant, c'est-à-dire elles apparaissent en 8 secondes, 6 secondes et 4 secondes. Et à chaque, vous avez 5 cibles qui apparaissent et il faut tirer un projectile dans chaque cible. En 8 secondes, la deuxième série, c'est en 6 secondes, 5 projectiles. La troisième série, en 4 secondes, 5 projectiles dans les cibles. Voilà. Plus rapide, quoi. Et ensuite, dans le standard, là, par contre, vous avez 4 séries qui sont tirées de 5 balles en 20 secondes. La troisième série, c'est 4 fois 5 balles tirées en 10 secondes aussi. Donc, du coup, c'est la vitesse qui est jugée ou même Les deux sont jugés. Ah, vous voilà. avez un championnat en vitesse olympique et un championnat en standard. Et est-ce qu'il y a aussi le positionnement qui est jugé? Enfin, Alors, c'est quoi les règles en Alors, fait? vous avez aussi ce qu'on appelle une autre discipline, qu'on appelle la discipline 3 positions, où c'est du 3-40 exactement, on tire 20 balles. 20 balles. Alors, 20 balles, le tireur est, au début, le tireur est à genoux. Ensuite, la seconde série de 20 balles, le tireur est couché. Et la troisième série, le tireur est debout. Et nous, nos forces en présence, c'est quoi en France? Là où est-ce qu'on est? Pistolet. En pistolet? Pistolet et carabine 300 mètres. Donc dans le département féminine, il faut ouais, voilà. Parce que j'avais entendu les 2 tireurs du département aussi, mais donc il y a des femmes aussi qui se... Ah oui, bien sûr, oui. Il y a des féminines qui tirent. On a notamment Judith Gomez qui a fait les derniers Jeux de Bakou, qui malheureusement, donc, vous savez, vous loupez 2 balles ou 3 balles sur une série, c'est fini, vous terminez pas premier à ce niveau-là. Il faut savoir que les tireurs tirent en moyenne 60 plombs, on va dire. On va parler de la carabine à air comprimé. Les tireurs tirent 60 plombs. 60 plombs, ils sont le 10 d'une carabine fait 5 dixièmes de millimètre à 10 mètres. Et tous les tireurs, maintenant, arrivent à toucher le 10 en permanence. Donc on a été obligé de rajouter des dixièmes de points, ce qui fait que les tireurs terminent des fois avec des résultats de 610 sur 600, par exemple. Ils arrivent à dépasser les 600. Ils sont en permanence dans le 10. Impressionnant. Et du coup, quel conseil pourrais-tu donner à personnes qui souhaitent pratiquer le tir? Est-ce qu'il y a déjà la question un petit peu, parce que c'est vrai que
Est-ce qu'il y a un âge pour commencer? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a pas des d'âge pour conditions? commencer. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, personnellement, j'ai commencé le tir relativement assez tard, puisque j'étais aussi précédemment prof de judo. Voilà. Et suite donc à de nombreuses années, donc je me suis orienté vers le tir sportif vers la fin de ma carrière. Mais il n'y a pas d'âge. On peut commencer à partir de 7 ans et on a des personnes qui arrivent jusqu'à 85 ans qui viennent tirer. Mais ce sont surtout des tireurs de loisirs. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas un test de vue du coup, parce que c'est quand même du plomb, c'est dangereux. C'est assez dangereux, donc il faut dire que quand même les consignes de sécurité sur un pas de tir sont très strictes et je veux dire les sanctions malheureusement vis-à-vis des personnes qui enfreignent les règlements donc sont aussi assez conséquentes, voire l'exclusion du club carrément. Il faut un permis? Un permis de port d'armes ou... Oh là. Alors le permis de port d'armes est le permis de port d'armes par lui-même donc est réservé aux forces de police. Par contre, si vous achetez par exemple une carabine à air comprimé, on a besoin d'une déclaration chez l'armurier. Vous arrivez avec une carte d'identité, vous achetez une carabine à air comprimé. Par contre, ensuite vous avez des catégories B et des catégories C. Les catégories C, ce sont des armes qui sont soumises à déclaration. Il faut être licencié dans un club et ensuite présenter sa licence lors de l'achat de cette carabine. Ce sont des carabines en principe à répétition. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est une carabine à répétition. Vous connaissez toutes les Winchester de nos westerns. Donc, c'est une carabine avec un armement par en dessous. C'est une carabine à répétition. Ensuite, vous avez les catégories B. Ce sont des armes semi-automatiques. Ces armes semi-automatiques, elles sont soumises à autorisation. Et donc, là, pour autorisation, vous êtes obligé de constituer un dossier qui va en préfecture. Enquête, bien sûr, sur le tireur, etc. Si vous avez fait la moindre erreur, le moindre problème, donc qui vous a envoyé dans les tribunaux, c'est même pas la peine de demander votre licence à la Fédération française de tir. Super, merci, ça rassure aussi parce que c'est des vraies questions. Je pense que beaucoup de personnes aussi se posent. Et quel conseil justement donner? Alors si la passion, on la sent un peu chez vous, mais quel conseil donner pour quelqu'un qui veut s'y mettre au tir? Quelle est l'approche? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne, chaque nouvel arrivant dans un club de tir va passer 6 mois d'apprentissage. Pendant ces 6 mois d'apprentissage, il va être contrôlé sur sa façon de tirer, sur ses positions, bien évidemment, sur la sécurité, c'est le point essentiel du tireur. Et au bout de 6 mois, donc, il pourra être autonome et acheter soit une arme soumise à déclaration ou à autorisation. Mais il faut tout d'abord répondre. Alors, il y a un QCM à passer concernant la sécurité. Ensuite, il est jugé donc sur sa pratique de tir par des moniteurs qui sont derrière lui. Et le tireur n'est pas laissé tout seul. Mais il faut obligatoirement passer 6 mois d'apprentissage. Le temps de constituer le dossier, c'est à peu près 3 mois. Il faut à peu près compter 1 an pour pouvoir être autonome dans un club de tir et venir avec ses propres armes. Et les compétitions, ça se passe comment si on veut pratiquer aussi un peu de compétition localement? Il suffit de se connecter sur le site du comité départemental d'inscription et vous pouvez vous inscrire aux compétitions. Voilà. Donc www.codaptir31.fr. Voilà, tout à fait. Comment on décide de faire du tir? Tu viens du judo. Oui. Comment ça t'est venu de dire je vais me mettre au tir? Moi, j'ai fait du judo aussi beaucoup. Pour l'instant, j'ai fait l'armée, donc j'ai fait aussi du tir. Mais spontanément, comment on change de sport comme ça? C'est assez amusant de passer du judo au tir. Alors moi personnellement, je suis passé j'ai passé quelques brevets fédéraux d'enseignement de tir suite à la fin de ma carrière de prof de judo. Donc je voulais continuer l'enseignement donc du tir. Et en continuant l'enseignement du tir, ça m'a permis surtout de pouvoir, lorsque l'on fait une séquence de tir, s'isoler totalement du monde extérieur. On se met dans une bulle, carrément. On ne fait attention à rien juste à côté de nous. On rentre uniquement dans son séquence de tir. On ne cherche pas la performance et la performance arrive en fonction de la concentration du tireur. On retrouve ça dans le judo au niveau des katas où on se concentre. Tout à fait. Voilà, c'est complètement l'esprit judo. On se maîtrise et on donne le coup dans la foulée. Oui. Est-ce qu'il y a des clubs principaux dans la région, dans le département, enfin là autour de Toulouse? Oui. Voilà. Alors au total dans le département, nous avons 21 clubs. Sur les 21 clubs, 9 ont des structures en fixe et le restant donc de ces clubs, ce sont des clubs qui sont issus de l'ancienne installation que nous avions à côté de Tournefeuille à la Ramée, qui en septembre 2001 a paraît-il bougé avec l'explosion d'AZF. Donc ce centre régional a été détruit et il n'a pas été reconstruit. Donc ce sont les autres clubs là dont je vous parle qui sont hébergés à titre gracieux, quelquefois dans les clubs avec structure. Il y a un club qui est principal sur Toulouse
qui a de bons résultats. C'est le club de Fenouillet qui a fini second des championnats de France par équipe. Donc pareil, tous les clubs, on peut le retrouver sur le site internet Codep-Tir 31. Codep-Tir 31, il suffit de taper les clubs et vous avez le résultat, l'adresse et le numéro de téléphone de tous les clubs. Super. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc. Merci pour ton analyse et des explications bien utiles et bien sécurisées, en tout cas, et sécuritaires. Bonne continuation pour le développement de tir dans le département et dans la région. Et tu es le bienvenu quand tu veux pour nous reparler performance. Et nous Je connais le chemin. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Place maintenant à la chronique Sport d'antan et retour sur un match pas comme les autres. Et si on parlait de sport, la chronique. Et la chronique Sport d'antan avec Pauline Gaston-Conduite et Laurent Garnier de l'équipe Et si on parlait de sport au micro d'Audrey Vidotto. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour Audrey. Vous êtes déplacés tous les deux pour un événement un peu particulier. Est-ce que, Laurent, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? L'émission, c'est Et si on parlait de sport ? Et en fait, on est venu nous chercher pour qu'on parle de sport, mais un sport un peu particulier puisque c'est un retour en arrière. C'était pour commenter et animer une après-midi sur un match de rugby exceptionnel des années 1920. L'équipe du rugby, du comité départemental et de la Ligue sont venus taper à notre porte en disant est-ce que vous seriez disponible pour nous aider à animer cet après-midi ? On a dit banco, pourquoi pas ? Et là, on s'est retrouvé dans une aventure assez extraordinaire avec Pauline, puisque d'un côté, Pauline devait faire les commentaires de match avec un personnage qui s'appelle Bernard Pujol, qu'elle a appris à découvrir, hein, Pauline ? Ouais. Voilà, donc c'était assez exceptionnel. Et puis de l'autre côté, il fallait gérer 2h30 d'émission avec un cadrage, des interviews, une explication, des personnages différents des uns des autres. Et il y avait un mélange de culture et de sport, puisque en même temps, nous étions à l'Envol des Pionniers. L'Envol des Pionniers qui est un lieu magique de découverte avec cette grande piste de l'aérospostale, sur le 1,8 km sur lequel il y a eu par le passé ces fameux aviateurs, cherchez mon mot, les aviateurs comme Saint-Exupéry, comme Guillaumet, qui ont sur cette belle piste réalisé des exploits extraordinaires. Et on vous raconte tout au long de cet après-midi cette histoire, ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, avec la TECOR qui a lancé ce grand projet fou, et c'est passionnant à écouter. Ça devait être vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Qu'est-ce qui vous a le plus fait vibrer ? Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Moi, je dirais du coup la reconstitution des matchs des années 1920, parce qu'on a l'habitude, là, notamment en ce moment, avec la Coupe du Monde de rugby, de suivre des matchs avec des règles actuelles et tout. Et en fait, on se rend compte qu'avant, il n'y avait pas tant de règles que ça, même pas du tout, si je peux dire ça. Le ballon, c'était un peu le cafouillage entre les joueurs et tout, et c'était vachement intéressant de pouvoir voir comment ça se passait. Donc, les matchs de règles complètement différentes, hein ? Pas vraiment de règles, mis à part l'en avant et le hors-jeu. Les tenues aussi, complètement différentes ? Ouais, les plaquages, rien à voir. Maintenant, ça plaque aux jambes. Avant, ça plaquait, ça tirait plutôt le maillot. C'était pas vraiment des plaquages comme maintenant. Ce qui était assez exceptionnel, c'est qu'il y avait aussi une mise en scène réelle. C'est-à-dire que les tenues, comme tu parles aussi des tenues, les équipements, on avait les beaux maillots avec les lacets, les shorts longs qui descendaient en dessous du genou, le ballon en lui-même, c'est un ballon en cuir avec des lacets. Tout ça, ça a été reconstitué. Moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est de voir le mélange de culture entre ce sport et la culture, entre le sport et l'aviation. Faire cette liaison, c'était osé. Et je trouve que l'Envol du Pionnier a bien joué le coup. Savoir que toute la journée, il y avait bien sûr, tout était ouvert pour le public. On attendait un petit public au démarrage, hein, Pauline, mais en fait, pas du tout. Ouais, on attendait à peu près 250 personnes. Au final, on s'est retrouvé avec 800 personnes sur le total dans l'après-midi. Alors, il faut le dire, 800 personnes, mais déguisées, Audrey. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont arrivés, qui ont joué le jeu. Donc en plus, qui ont tous joué le jeu. Extraordinaire, avec une ambiance, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à bouger. Alors, entre Bernard Pujol, qui a l'accent de rugbyman, et Pauline de Sud, extraordinaire, qui a fait bouger la foule, on avait la bandasse. Il y avait aussi les demoiselles, les mademoiselles. Les mademoiselles. Voilà, donc ça, c'était en plus un groupe spécial aussi des années 20. Extraordinaire. Un groupe de 3 femmes qui chantaient. Et le swing, ce qu'on appelle le swing de l'époque, voilà. qui ont repris, c'était vintage, quoi, mais c'est des jeunes femmes qui se produisent régulièrement. Ça fait 10 ans que ce groupe existe sur Toulouse. La banda, c'est pareil, c'est une bande de 25 musiciens. Alors, c'est l'esprit rugbyman, on vous écouterez les musiques, et ça, tout au long de l'après-midi, ça swing, c'est vraiment
extraordinaire. Une ambiance, on a été même surpris. Petit souci technique pour nous, ça a été le vent. Il a fallu qu'on se batte contre le vent. Beaucoup de vent. Parce que vous étiez du coup en direct, en train d'animer pendant plus de 2h30 et un match, et du coup l'événement en entier. Donc ça devait être, c'était aussi du condition directe. Exactement, sous la cagna, avec le vent. Heureusement, l'équipe technique était extraordinaire, les gens autour d'une gentillesse fantastique. On a vécu un très très bon moment, on a pris des belles couleurs, mais c'est vrai que ça a été une belle expérience de terrain, comme on dit. Mais franchement, voilà, on regrette pas. On vous encourage à écouter l'émission là qu'on a justement réalisée, qui va être une belle émission, qui sera disponible dans le même système, qui va être diffusée, qui sera diffusée par aussi l'envol des pionniers. Je crois qu'on a réussi une belle opération et Pauline maintenant est prête pour animer des matchs et commenter des matchs, je crois, de 1920. C'est bon, elle est rodée. Ah oui, hâte de la prochaine émission spéciale. Félicitations à tous les deux. Donc, et si on parlait de sport, c'est aussi une émission de radio qui se déplace chez vous et qui peut commenter justement des événements sportifs atypiques d'antan. Voilà, donc contactez-nous, contactez Laurent Garnier directement. Donc, et si on parlait de sport, pour tous ces événements un peu d'antan ou un peu folkloriques et où on dépasse les frontières et on dépasse les années du sport. C'était intéressant de faire un retour d'histoire. Ça, c'était passionnant aussi, de se documenter, de revenir presque 100 ans en arrière. Avec la petite liaison rapide qu'on va faire, c'est que le rugby aussi qui était présent, il faut savoir qu'en 1924, il y a eu un grand match entre la France et les États-Unis et ça s'est bastonné, comme on dit à l'époque, et ça a mis fin à l'existence du rugby dans les Jeux Olympiques. Et donc le petit clin d'œil, c'est que là, 100 ans après, le rugby revient aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est la petite conclusion, mais c'était sympa de faire cette liaison avec les rugbyman. Votre meilleur souvenir à tous les deux, Pauline, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette journée ? Moi, je pense le commentaire du match, en général. Moi, je crois que c'est ce mélange entre la culture et le sport qui m'a intéressé. Puis j'ai découvert un lieu que je ne connaissais pas. Et revenir sur cette histoire de Saint-Exupéry, de Guillaumet, c'est touchant. Voilà, c'est quelque chose qui était intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et puis, donc, ça sera diffusé dans quel... Sur nos supports habituels, d'ici une petite dizaine de jours, le temps qu'on fasse nos échanges avec l'envol des pionniers. Mais bon, on est assez optimiste. Pauline a bien travaillé sur ça, donc je crois que ça va le faire rapidement, quoi. Donc, ça sera et dans l'émission Ici on parle sport et à l'envol des pionniers aussi directement sur leur réseau. Tout à fait. Merci. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport, donc avec Tanguy Offray, président du comité départemental de canoë-kayak de la Haute-Garonne, accompagné de Léo Vitton, champion du monde de moins de 23 ans en kayak slalom. Alors d'abord, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de canoë-kayak. Et pour commencer, Léo, je te propose de faire un petit point sur l'actualité avec nos équipes de France hommes et femmes qui ont disputé la Coupe du monde de canoë-kayak de slalom qui s'est déroulée donc à la CO d'Urgell en Espagne du 31 août au 3 septembre. Donc pas de médaille pour le canoë à la Coupe du monde de slalom en Espagne, mais tu vas nous en dire un peu plus. Ouais. Donc effectivement, sur le bilan, pas de médaille en kayak slalom. Néanmoins, il y a eu des très belles performances quand même avec plusieurs finales, donc plusieurs pagayeurs et pagayeuses qui ont atteint le top 10. Donc il y a eu, dans mon souvenir, 2 5e places et plusieurs finales, donc c'est quand même prometteur. Sachant que c'est pas forcément l'échéance principale de l'année. Voilà, c'était une course qui servait à prendre des repères avant les championnats du monde senior qui se tiendront à Londres dès demain, voilà, pour toute la fin de semaine.
et qui sera pour le coup une course très importante dans la sélection pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et par contre, on a une belle médaille de bronze en kayak cross. Donc c'est une nouvelle discipline qui va apparaître aux Jeux l'année prochaine. Donc le slalom, pour expliquer un peu, le kayak slalom, c'est une discipline où il faut descendre une rivière et suivre un parcours qui est matérialisé par des portes. Donc des portes vertes à descendre dans le sens du courant et des portes rouges à remonter. Et le kayak cross, c'est un peu différent. Donc c'est un nouveau sport où c'est en confrontation directe. Donc on part d'une rampe à 4 et on a aussi un parcours à suivre mais matérialisé par des bouées. Et par contre, donc là, il y a vraiment plus de contact, plus de confrontation directe. Et donc, il y a Anatole Delassus qui a remporté une belle médaille de bronze. C'est le principe de ce qui se fait en snowboard ou en ski. Actuellement, on se développe. C'est des disciplines qui ont développé ce système, en fait. C'est ça, ouais. C'est très comparable au ski en border. Et c'est vrai que c'est assez attrayant pour le public parce qu'il y a cet aspect de spectaculaire un peu. Il y a le baston aussi, ils ont le droit de se bousculer un peu. Ouais. Ça peut être dangereux, donc il y a vraiment des règles strictes pour éviter les contacts dangereux et voilà, faire que... Mais on a le droit de se toucher, les bateaux Oui, on a le droit, mais pas n'importe comment. Voilà, il y a vraiment des règles précises et le but c'est qu'il y ait du spectacle mais sans mettre en danger les pagayeurs. Et le départ se fait comment ? Les 4 bateaux sont côte à côte, il y a un start, comment ça se passe ? C'est comme au ski avec un truc pour démarrer ? Exactement, ouais, les 4 bateaux sont alignés sur une rampe, donc c'est assez impressionnant. La rampe elle est perchée à plusieurs mètres, souvent 2 ou 3 mètres de haut, donc il y a vraiment une phase de descente sur la rampe, donc tout le monde part en même temps. Et après, faut atterrir, faut essayer de déposer au mieux l'eau pour partir devant. Est-ce qu'on peut enfoncer directement si on tient pas bien le canoë, ça plonge quoi. Complètement, ouais. C'est pas évident. Le départ doit être chaud, ouais. Ouais. Donc ça c'est sympa à savoir. Donc il va y avoir des quotas, je pense, pour le prochain championnat du monde là pour les Jeux. Où est-ce qu'on en est Petit dernier point pour l'équipe de France de canoë là. Les quotas pour les Jeux Olympiques, on est bon ou on a encore des points à aller chercher ? Alors justement, pour l'instant, on a que en fait les quotas vont être distribués sur les championnats du monde seniors. Donc, ils commencent dès demain à Londres jusqu'à dimanche. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une course importante où les Français et les Françaises, ils ont à cœur d'aller chercher ce quota. Donc, il y a une histoire de top 12 nations ou top 15 nations selon les disciplines. Donc, voilà, faut qu'ils aillent chercher ce quota, mais ils ont largement le niveau. Donc, on verra dans la semaine, mais normalement, je suis assez confiant. Donc on va revenir maintenant un petit peu à ton parcours à toi parce que on est heureux de t'accueillir, un champion du monde ici dans l'émission et si on parlait de sport, ça nous fait plaisir. Un petit retour sur ce titre de champion du monde de kayak que tu as remporté lors des championnats du monde à Cracovie cet été, c'est ça ? C'est ça. Alors toi tu es originaire du coin en plus, ça nous fait plaisir de t'accueillir, donc on va le dire, petite publicité, originaire de Sobins et était sociétaire du club de Muret Olympique. C'est ça. Ouais. Et donc comment ça s'est passé cette compétition ? Eh bien, ça s'est passé très très bien. C'était en fait cette année, c'est ma première année en équipe de France moins de 23 ans. Voilà, donc déjà j'étais content de m'être sélectionné. Et c'est vrai que sur les championnats du monde, j'arrivais avec des objectifs de performance, mais en sachant que la concurrence est rude. Donc déjà, je m'étais dit de faire une finale et voir un podium, c'était super. Et en finale, j'arrive vraiment à produire une très belle manche. À tenir jusqu'en bas et là, en plus la cerise sur le gâteau du coup c'est qu'on fait un triplé français. Les 3 de l'équipe ont fini 1, 2 et 3. J'allais te demander qu'est-ce qui était le plus concurrent, donc en fait c'était tes 2 copains quoi. C'est ça, on avait une équipe de France vraiment forte. Déjà on a gagné, on a été champion du monde par équipe au début de la compétition. D'accord. Et ensuite en individuel on termine les 3 sur le podium et c'est historique sur des championnats du monde moins de 23 ans, ça a jamais été fait par aucune nation avant. Donc c'est sympa. Qu'est-ce qui te manque, la petite marche pour passer au-dessus, pour aller titiller les grands et aller prendre les places pour les Jeux ? C'est sûr que après le niveau senior, il est encore un cran plus élevé. Mais déjà cette année sur les sélections, je m'en rapprochais. Donc je pense que c'est encore quelques années de travail, de gagner un peu en précision, des petits détails, voilà. C'est ça un peu qu'il faut travailler dans le haut niveau pour vraiment aller chercher le top du top. Et voilà, j'ai travaillé dur et j'espère que ça paiera pour les prochaines années. Et tu sais quand même que vous êtes la discipline par définition de sport qui est la plus observée au niveau olympique actuellement, parce qu'on a quand même un patron là-haut qui attend des résultats. Donc la pression, elle est plus grande que n'importe quelle discipline aujourd'hui. C'est sûr, ouais, avec Tony, forcément, on va en entendre parler du canoë-kayak. Donc j'espère que ça sera un beau spectacle et qu'on saura mettre en avant aussi la beauté de ce sport, tout ce qui en fait sa spécificité. Ouais, super, merci Léo. Tanguy, est-ce que tu peux nous présenter du coup le canoë-kayak et toutes ces différentes justement spécialités ? Donc Léo nous en a déjà parlé de 2. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je vais tenter de le faire.
c'est pas aussi fourbu que le tir, mais il y a pas mal de disciplines. Donc on parle de canoë et de kayak, donc déjà on entend qu'il y a 2 types d'embarcation. Le kayak, comme le pratique Léo, où on est assis et où on a une pagaie double, donc on pagaie des 2 côtés. Et le canoë, où en général on est à genoux et on pagaie avec une pagaie simple, donc on pagaie que d'un seul côté. Alors des fois on change de côté à la pagaie pour les manœuvres, etc. Donc dans chacune des disciplines, on va retrouver ces 2 types d'embarcation, enfin en général. Ensuite, on a différents supports. Il y a la mer, il y a la rivière, il y a l'eau plate. Donc Léo, lui, il pratique en rivière. Alors de plus en plus souvent en rivière artificielle, mais bon, il y a des rivières naturelles aussi, toujours. Et puis, il y a l'eau plate. Et notamment, en eau plate, on a la 2e discipline olympique. Il n'y a pas que le slalom, parce que le plus visible, comme le disait Laurent, c'est le slalom, parce qu'on a eu Tony, et on a toujours Tony. Et donc ça, c'est super. Mais il y a aussi le kayak de course en ligne, qui ressemble, on va dire, si on fait une comparaison facile, beaucoup à l'aviron. On va tout droit sur une distance de 500 mètres ou 2000 mètres, et là on retrouve différentes longueurs d'embarcation. Du kayak, 1 place, 2 places ou 4 places, ou du canoë, 1 place, 2 places ou 4 places. Et tout ça, c'est mixte. On retrouve les hommes et les femmes de la même façon dans les 2 types d'embarcation. Ensuite, en rivière, on a d'autres disciplines qu'on appelle de haut niveau, mais qui ne sont pas olympiques. On a par exemple la descente de rivière, qui est pour ma part ma discipline de prédilection. On prend le départ, on prend l'arrivée de la rivière. Là, il n'y a plus de parcours imposé avec des portes. On choisit la meilleure trajectoire et on va le plus vite possible. Et des fois, on le fait dans le même bassin artificiel que Léo en slalom. C'est du sprint, ça dure 40 secondes, ça va très très vite. Le bateau peut aller jusqu'à 25 km/h par exemple. Et voilà, il faut être hyper précis pour... 40 secondes. Voilà, entre 40 secondes et 1 minute, donc c'est quand même très rapide. Faut tout donner, ça monte en lactique, ça va très vite. Et en effet, il faut tout donner. Et le bateau peut sortir de la trajectoire à tout moment, vu la prise de risque prise par les athlètes. Et ensuite, il y a d'autres disciplines, je parlais d'autres supports, comme la mer. On peut retrouver ce qu'on appelle l'Ocean Racing, qui est une sorte de marathon en mer, avec vraiment l'utilisation des vagues pour le retour vers la plage et donc avoir des belles qualités de surf. Il y a encore d'autres disciplines. En mer, on a le wave ski, qui est vraiment comme du surf, mais assis sur la planche, on va dire, avec la pagaie. Et en rivière, j'ai un peu oublié, il y a des disciplines comme le kayak polo, qui est l'équivalent du water polo, mais dans un kayak. Voilà. Donc c'est assez varié, et je pense que tout le monde peut y retrouver son bonheur. Voilà. Et du coup, au sein du département, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme discipline ? Même question un petit peu que le tir. Quelles sont les plus belles rivières, même artificielles, où on peut pratiquer ? Alors, au niveau du département, évidemment, sur la Haute-Garonne, pour faire du kayak de mer, c'est un peu compliqué. Donc, on va beaucoup se focaliser sur la rivière. Donc, le slalom est très présent dans le département. C'est porté notamment par 2 grands clubs, le CKT à Toulouse, et puis évidemment Muret Olympique. On en pratique aussi un petit peu à Venèrent, à Portet. Voilà. Et ensuite, on pratique beaucoup la descente au club de Venèrent, qui est un club historiquement beaucoup plus spécialisé dans la descente, avec une athlète locale aussi qui est très forte, Margot Bézia, qui va régulièrement au championnat du monde, qui est championne du monde en canoë biplace, en senior. Voilà. Donc en Haute-Garonne, on pratique surtout le slalom et la descente, et on pratique aussi de plus en plus, on essaye de le développer pas mal chez les jeunes, le kayak de course en ligne, qui historiquement n'était pas trop présent, mais on peut profiter d'un beau site comme la Garonne à Toulouse pour s'entraîner. Ouais. Donc, voilà. Oui, il y a un site à côté de la Garonne, un peu en plus avec en mode rapide, à côté... Oui, à ça, la Garonne, il y a un beau site, donc c'est l'île du Ramier. Oui, c'est ça. Oui, alors Léo peut compléter parce que je pense qu'il y passe sa vie. Ouais. Ouais, il y a un site un peu artificiel, un peu aménagé, on va dire, qui détourne la Garonne autour de l'île du Ramier, justement, et où on a construit justement des épis, on a posé des pierres pour faire qu'on arrive à créer un parcours d'eau vive sur lesquels on s'entraîne régulièrement en slalom. Alors j'ai une autre question, du coup, combien de temps tu passes en entraînement et dans l'eau, sur l'eau, pardon ? Beaucoup. Globalement, je m'entraîne 2 fois par jour. 2 fois par jour ? Ouais. Okay. Après, les entraînements, ils durent en moyenne 1h30, je dirais, sur l'eau. Et après, on fait aussi beaucoup de préparation physique à côté, donc en salle de musculation, en cardio, en faisant de la course à pied. Voilà, on garde aussi de la polyvalence, un peu d'escalade, du ski d'hiver. Voilà. Mais l'essentiel de l'entraînement, c'est surtout en bateau sur l'eau. Et aussi, on fait des gros stages, du coup... où on va par exemple aller à Pau ou à Vers-sur-Marne sur le bassin des Jeux, où là vraiment on va y aller pendant 1 semaine et naviguer 2 fois par jour en eau vive. Et du coup Léo, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent justement pratiquer le canoë et qui ont envie de se jeter à l'eau ? Eh bien, un conseil pratique, ça serait d'installer l'application PAGAP. Donc c'est PAG'_A2P. C'est une application qui est mise en place par la Fédération française de canoë-kayak
et qui permet en fait de localiser facilement les clubs les plus proches. Donc déjà, ça c'est pas forcément évident de trouver un club. Donc là, ça permet de connaître un peu où ils sont situés. Et après, du coup, d'entrer en contact avec les personnes qui gèrent le club. Et après, moi, je vous encourage vraiment à vous tourner vers l'activité parce que, comme le disait Tanguy, il y en a vraiment pour tout le monde. On retrouve, il y a des sports un peu presque collectifs avec le dragon boat ou le kayak polo. Pour ceux qui sont plus en individuel, il y a plein de supports. Il y a l'eau calme, il y a l'eau vive. Il y a aussi ce qui intéresse beaucoup les gens de plus en plus, c'est d'aller chercher aussi un contact privilégié avec la nature, parce qu'on est quand même sur une rivière, on retrouve ce côté un peu naturel, même si en compétition après on n'est plus sur des sites artificiels, mais à la base quand même le canoë-kayak c'est un sport naturel, donc je pense que ça peut attirer des gens. Pour Audrey, vaut mieux que ce soit de l'eau vive. Tout à fait. Ouais, carrément. Voilà, je pense qu'on a bien situé. Donc Audrey, voilà les conseils qu'il voulait te donner. Donc quand tu veux, tu te lances dans l'eau vive. Toi qui as du dynamisme, de la pêche. Écoute, c'était très sympa ces explications-là. Ça donne envie. Mais alors, la saison se termine quand ? Parce que là, il va commencer à faire froid un de ces jours-là. Ouais. Donc ça dépend des années. Mais il y a des années où globalement l'échéance principale c'est toujours les championnats du monde. Et ils peuvent tomber soit au milieu de l'été, soit comme cette année un peu plus tard en septembre. Donc là, cette année, il y aura les championnats du monde en septembre et la saison se terminera par la Coupe du Monde à Vers-sur-Marne, qui sera aussi très importante dans le processus de sélection olympique et elle se tiendra début octobre. Et donc après, le canoë s'arrête parce qu'il fait peut-être trop froid, non ? Ah non, malheureusement pour nos doigts. Non, on continue toute l'année, même l'hiver. Donc des fois, c'est un peu rude. On a quand même des équipements qui nous permettent d'être étanches et de garder de la chaleur. Mais non, on s'arrête pas, on fait vraiment pas de pause. Alors évidemment, on fait peut-être moins de volume en eau vive en hiver. On va davantage privilégier peut-être la préparation physique, mais on va quand même en faire. Et l'été, davantage de pratique en eau vive, mais on ne s'arrête jamais. Bon, super. Oui, j'espère que ça a donné à plein de personnes aussi l'envie de se jeter à l'eau et de tester et de venir tester toutes ces différentes disciplines. Merci vraiment à tous les deux pour ces échanges et pour vos analyses. En tout cas, bonne continuation, Léo. On va te suivre, on va te soutenir. On est derrière toi. Et bonne continuation pour ce développement. Et on souhaite vraiment que tu puisses décrocher peut-être la plus belle de tes médailles. Et on suivra ton parcours. Et vous êtes vraiment les bienvenus quand vous voulez. Donc, pour plus de renseignements, www.occitaniecanoekayak.org. C'est bien ça ? Et l'application Pagap, comme Pagap. Léo. Voilà. Super. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt en tout cas. Merci à vous et bravo Léo pour ta saison parce que c'est une super perf. Merci beaucoup et très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Maintenant, c'est la prolongation. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et donc, on se retrouve pour la prolongation, donc avec nos invités Jean-Luc Gillet, Tanguy Offray, Léo Vitton et Jean-Louis Bouladou. Pour notre quiz, est-ce que vous connaissez le principe ? Alors, l'info, je vais vous poser des questions tir au canoë et je vais poser 3 questions canoë au tir. il y en a qui se décomposent. C'est des questions très, 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 très faciles. Donc, vous allez voir, là, il y en a des pas mal. Donc, on va commencer avec le tir pour les questions canoë. Est-ce que vous êtes prêts ? Jean-Luc ? On est prêt. Dans les starting blocks ? Alors, comment appelle-t-on une personne pratiquant le canoë ? Alors, attention, laissez-moi juste, il y a des choix. Donc, c'est pour ça. Un canoïste, un séiste ou un canotéiste ? Ah. Répétez la question. Ça, c'était la première fois. Comment appelle-t-on une personne pratiquant le canoë ? Un canoïste, un séiste ou un canotéiste ? Le séiste. Bravo, c'est ça. Précision. Le canoïste, c'est aussi toléré comme appellation. Voilà, Maître Moya. Mais bon, ils ont trouvé, donc c'est bon. 1-0. Attention, deuxième question. La surface externe de la pagaie s'appelle l'extrémité, l'extrétados, l'extrados ou l'extranados polutanos. La dernière, j'y crois pas du tout. Mais moi, je me marre. Je suis désolée. Alors, messieurs, on n'aide pas. Hein, ils vous aideront pas trop. Hein. Alors, l'extrémité, l'extrétados ou l'extrados ou l'extranados polutanos, hein, c'est possible. Hein. L'extrados me plairait pas mal. Oh alors là, bravo. Hein. Voilà, franchement, moi, j'aurais jamais trouvé.
Allez, troisième question. Depuis quand le canoë-kayak est un sport olympique ? 1879, 1896, 1916 ou 1936 ? Déjà, ça fait très longtemps déjà. On peut déjà noter. Alors, ok. C'est une bonne information. Très longtemps, oui, ok. 1879, 1896, 1916, 1936. 1936. Eh ben, et c'est un sans faute là. C'est le grand chelem. Là, et le canoë, vous avez la pression parce que là, c'est un sans faute pour le tir quand même. Hein. Ok. Donc maintenant, place au canoë et place aux questions de tir. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Vraiment, non. Ils sont en PLS. Allez, ça, normalement, on l'avait à peu près dit. À quel âge peut-on généralement débuter en école de tir ? 4 ans, 6 ans ou 8 ans ? 8 ans. Bravo, c'est ça. On avait dit 7-8 ans, donc c'est bien 8 ans. Deuxième question. Comment nomme-t-on une fille tirant avec la carabine ? Une carabineuse, une carabinière ou une tireuse ? Je regarde pas. Vous pouvez répéter la question, c'est tir ou tir à la carabine ? Comment nomme-t-on une fille tirant avec une carabine ? Une carabineuse, une carabinière ou une tireuse ? Moi, j'hésitais entre tireuse et carabinière. Carabinière, c'est l'italienne peut-être. Il faut faire un choix. Allez, on tente carabinière. Allez, on tente carabinière. Eh ben, vous avez bien fait de tenter, parce que la tireuse, c'était pas bon. C'était bien ça ? C'est bon ? Jean-Luc, tu confirmes ? Et troisième et dernière question, avoir la mouche avec une carabine rapporte 5 points, 10 points ou 15 points ? Le truc qu'il a expliqué, il y a 10 points plus 10 points. On arrive à 600 points. Est-ce ils ont écouté un petit... C'était pas la mouche, c'était le disque de 10 cm. Il y a du 10 partout, j'ai l'impression, tout le temps. Parce qu'après, on rajoute des dixièmes. Donc, 5, 10 ou 15 ? Allez, on dit 10 points. Eh bien, bravo. C'est l'égalité. Et on n'a pas la sonnette pour la question bonus. Alors, du coup, on va faire un truc. Question de rapidité quand même, parce que du coup, on est obligé de vous départager. C'est une question JO. Alors, et là, par contre, le premier qui tape sur la table, parce qu'on n'a pas la sonnette aujourd'hui, donne la réponse, pardon. Tu comprends ? Comment appelle-t-on le lieu où se déroulent des épreuves de paracyclisme sur piste ? Un vélodrome, un cyclodrome. Vélodrome. Ouais, bravo, rapidité. Bon, c'est l'équipe canoë qui a remporté à la vitesse. Et bravo. Bravo en tout cas à tous les 4. Merci d'avoir joué le jeu. Et puis, voilà, à bientôt pour une autre émission. C'est un grand plaisir. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec notre chère Pauline. Et oui, cette semaine, vous pourrez retrouver du rugby avec une rencontre entre le 15 de France et la Namibie le jeudi 21 septembre dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule jusqu'au 28 octobre prochain en France. À partir de demain et jusqu'au 24 septembre, il y aura du golf avec l'Open de France à Saint-Quentin en Yvelines. Poursuivons avec un sport que nous avons abordé la semaine dernière. Il s'agit de la lutte où les championnats du monde se déroulent à Belgrade en Serbie et ont lieu jusqu'au 24 septembre. En ce qui concerne le sport féminin et notamment le football, il y a la Ligue des Nations de l'UEFA avec l'équipe de France qui affronte l'équipe du Portugal le 22 septembre. Ce dimanche, il y a également en athlétisme le marathon de Berlin ainsi que le Grand Prix du Japon en Formule 1 sur le circuit de Suzuka. Puis toujours dimanche, pour les amateurs de foot, il y a de la Ligue 1 avec notamment le TFC qui rencontre Lens et Montpellier qui reçoit Rennes. Ensuite, à nouveau jusqu'au 24 septembre, vous pouvez suivre les championnats du monde de slalom en canoë-kayak en Grande-Bretagne. Du 20 au 24 septembre, il sera possible de visionner les championnats d'Europe de cyclisme sur route aux Pays-Bas. Et enfin, du 24 au 26 septembre ont lieu les championnats d'Europe de baseball en République tchèque. Et voilà, et pour le programme de la semaine prochaine, donc vous pourrez nous écouter. Tu pointes ou tu tires, c'est au 50e championnat du monde de pétanque qui se sont déroulés à Cotonou au Bénin du 8 au 17 septembre, que nous retournerons en compagnie de Raymond Lamanac, président du comité départemental de pétanque de Haute-Garonne. Il nous expliquera comment se déroule une telle compétition, mais aussi comment est organisée la discipline dans le département et la région. Et des boulistes, il y en a beaucoup. En deuxième mi-temps, nous essaierons de franchir l'obstacle aux championnats d'Europe de saut d'obstacle qui se sont déroulés du 1er au 3 septembre 2023 à Milan. L'équitation, un sport passion entre l'homme et l'animal. Vous pourrez aussi entendre les conseils de nos spécialistes équitation pour trouver un club et pratiquer. Merci à Jean-Luc Gillet, à Tanguy Offray, à Léo Vuitton et à notre spécialiste rugby Jean-Louis Bouladou, nos chroniqueurs du jour Pauline Gaston-Conduite et Laurent Garnier pour votre participation. Merci également à tous les internets de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons que vous appréciez cette 15e émission de Et si on parlait de sport.
Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette nouvelle émission, Pauline, Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique Semper Connect pour ses conseils avisés. Merci Audrey et merci Laurent. Merci Pauline. Merci à toi Pauline. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.